Questionnaire pédagogique sur le film Indigène. Qui sont les soldats coloniaux appelés indigènes? Les 5 personnages principaux du film. Saïd, Jamel Debbouze, algérien. Paysan pauvre qui habite les montagnes, il est fier de son statut de soldat de deuxième classe. Pour lui, la France est sa patrie. C'est un personnage replié sur lui-même, il est attaché au sergent Martinez, assimilé au père. Il s'affirme grâce à lui, mais finit par se fâcher aussi avec lui. Messaoud, Rojdizem, algérien. Il désire s'installer et se marier en France, dont il a une vision idéalisée. Il est tireur d'élite. Son tatouage sur la poitrine, pas de chance, est confirmé par son histoire d'amour qui échoue à cause de la censure militaire. Yassir, Samir Nassiri, marocain. Il s'est engagé pour s'enrichir, pour la solde, plus en pillant les soldats morts. Il est goumier, engagé marocain. Au début, il vit à l'écart du groupe, puis il l'intègre jusqu'au bout, même après la mort de son frère. Abdelkader, Sami Bouagila, algérien. Soldat idéaliste, alphabétisé, voulant libérer la France, il est caporal mais espère monter en grade. Il est épris de justice, cultivé, se rebelle si besoin est. Il commande le groupe pour défendre le village alsacien. Et Martinez, Bernard Blancan, pied noir algérien, prend son rôle de chef à cœur, défend ses hommes mais reste un Français. Il est sergent puis sergent-chef. C'est un personnage complexe qui cache ses origines à ses hommes puisqu'il a une mère d'origine algérienne. Aperçoit-on des soldats coloniaux d'autres colonies françaises d'Afrique dans le film? Oui, on aperçoit à plusieurs reprises des soldats coloniaux d'Afrique noire. Dans la réalité, origine et victime. Donc là, on a un document avec les soldats coloniaux mobilisés et tués. Donc je ne vais pas tout lire, on va répondre aux questions. De quelles colonies françaises d'Afrique sont originaires les soldats coloniaux? D'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Combien y a-t-il eu au total d'Africains mobilisés pendant la Première Guerre mondiale? 407 000. Combien sont morts au cours des 4 ans de combat? 71 000. Combien y a-t-il eu au total d'Africains mobilisés en 1939-1940? 312 000. Combien sont morts en mai-juin 1940? 22 000. Combien y a-t-il eu au total d'Africains mobilisés entre 1942 et 1945? 333 000. Combien sont morts en 1945? 15 200. Total sur les deux guerres, combien de morts pour combien de mobilisés? Soit quelle proportion? Donc on a eu 109 100 morts pour 1 52 000 mobilisés, soit environ 10%. La composition. Donc là j'ai un document. La composition de l'armée française. L'armée française compte en 1939 16 régiments de tirailleurs algériens, 5 de tirailleurs tunisiens et 5 de tirailleurs marocains, 18 régiments de tirailleurs sénégalais, 13 régiments de Safi, 57 goum marocains. Recrutés, encadrés et administrés par des officiers du service des affaires étrangères indigènes, des légoumiers demeurent cependant des guerriers supplétifs du roi du Maroc, organisés suivant une structure tribale. Ils jouissent d'un statut particulier, recevant notamment non pas une solde, mais des indemnités couvrant leur subsistance et celle de leur famille. Le tirailleur ou le safi algérien est un Français de statut coranique, ce qui le place à l'état de soldat indigène, sous la totale dépendance de la France. Ce n'est qu'en renonçant à sa religion qu'il peut devenir citoyen français à part entière. Le tirailleur ou safi ou spahi sénégalais est un soldat indigène au service de la France. Lui aussi ne peut obtenir la citoyenneté française que sous certaines conditions. Le tirailleur ou le spahi marocain demeure sujet du roi du Maroc. Idem du tirailleur ou du spahi tunisien, placé cependant plus étroitement sous la dépendance de la France. Aux côtés des tirailleurs, goumiers et autres spahis, l'armée française compte également des régiments de chasseurs d'Afrique formés dès 1831 en unités de cavalerie. Les régiments de zouaves deviennent un corps exclusivement occidental sous le Second Empire. La Légion étrangère, fondée en 1831 par Louis-Philippe afin de recevoir les étrangers en instance de naturalisation, comprend depuis 1919 des régiments d'infanterie et de cavalerie. Le taux d'officiers et de sous-officiers indigènes est plus élevé dans les troupes algériennes, marocaines et tunisiennes que dans celles d'Afrique noire. On compte quelques lieutenants et capitaines sénégalais, mais la proportion des officiers et sous-officiers européens de l'armée française d'Afrique en 1943 à 1945 est en moyenne de 80%. Le blanc continue de commander. Selon le premier paragraphe du document 2, donc celui que je viens de lire, quels sont les 3 types de soldats coloniaux recrutés par l'armée française? Les tirailleurs, les spahis et les goumiers.
Définissez de façon courte ces trois types de soldats. Donc les tirailleurs et les spahis sont des soldats indigènes algériens, sénégalais, marocains et tunisiens. Les goumiers sont des guerriers marocains recevant une indemnité. Les formes de recrutement. Le recrutement. En théorie, le recrutement de l'ensemble des troupes africaines repose sur l'engagement volontaire. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique noire. Les indigènes à la carrure d'athlète étaient ramassés et attachés par une corde autour des reins, avec comme lieu de destination Adpatrès, la boucherie nazie. Raconte Théodore Ateba Yéné dans Cameroun, mémoire d'un colonisé. L'Harmattan, 1948. Le malien Bakary Kamian rappelle dans des tranchées de Verdun à l'église Saint-Bernard, Cartala, 2001. Le drame de ces jeunes gens transplantés de la brousse et obligés d'aller se battre des années durant dans des pays et sous des climats totalement inconnus d'eux, dans des sociétés dont ils ignorent totalement la langue, la culture et l'environnement. On imagine toute la tragédie vécue par ces hommes à 98% analphabètes, parachutés, sans transition, de la brousse dans la civilisation de l'écriture et jetés en pâture à un ennemi dont le savoir, l'instruction et le développement matériel en font un des peuples pilotes du monde. Pendant toute la durée du conflit, la conscription avec possibilité de remplacement est en vigueur en Tunisie. Sont surtout enrôlés les paysans et les plus pauvres des villes. Au Maroc, le volontariat demeure. S'engagent en priorité les paysans et les montagnards berbères. En Algérie, les classes sont mobilisées. Le contingent d'instituteurs d'Afrique du Nord, officiers de réserve habitués à ces populations, sera très efficace pour les encadrer aux côtés des volontaires de la France libre. Est-ce que, comme dans le film, tous les soldats coloniaux de l'armée française sont engagés volontaires? Non. À côté de l'engagement volontaire, certains ont été engagés de force, d'autres ont répondu à la conscription, le service militaire. Les motivations. L'amour de la France, la solde, le prestige du combattant en uniforme, l'appartenance à un clan sont les motifs essentiels de l'engagement des troupes africaines. Avec l'armée française, ils trouvent une organisation propre à mettre en valeur leurs qualités guerrières. Seulement, de nombreux Africains s'engagent en 1943-1944, non seulement pour libérer la France, mais pour que l'Afrique retrouve également sa liberté, tout en restant liée à la mère patrie colonisatrice. Issa Cissé, président de l'Office national des anciens combattants du Sénégal, n'affirme pas autre chose. Si la France est libre, l'Afrique allait être libre. C'est pour cela qu'on s'est enrôlé dans l'armée française. Quelles sont les différentes motivations selon le document des soldats coloniaux engagés dans l'armée française? Par amour de la France, Saoud. Pour l'argent, la solde, Yassir. Pour le prestige du combattant en uniforme, Saïd. Par appartenance à un clan. Parce qu'en contribuant à libérer la France, il libère l'Afrique, Abdelkader. Et je rappelle les acteurs du film. Les soldats coloniaux dans la Seconde Guerre mondiale, les territoires qu'ils ont libérés dans le film. Dans quels endroits successifs que les troupes coloniales ont contribué à libérer retrouve-t-on les 5 personnages principaux du film? On les retrouve en Afrique du Nord, Algérie, en Italie, en Provence, Marseille, dans les Vosges et en Alsace. Quels sont en réalité tous les territoires libérés par les troupes coloniales? Tout ce que je viens de dire, plus l'Allemagne. Les valeurs développées dans le film. Quelles sont les valeurs et les principes de la République, héritées de la Révolution française, qui reviennent dans le film et pour lesquels les soldats africains, notamment Abdelkader, se battent? À cette époque, en France métropolitaine, ces valeurs ont été remplacées par travail, famille, patrie. Et donc ces valeurs sont liberté, égalité, fraternité. Les soldats, dans leurs discours et dans leurs chants, notamment le chant des Africains, véhiculent une autre valeur. Laquelle? Le patriotisme. Ah bah tiens, j'ai une chanson. Donc le chant des Africains, parole commandant Réjad, musique capitaine Félix Boyer 1940. Refrain. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté, parents, gourbilles, foyers, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie. Mourir au loin, c'est nous les Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique a retenti ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours. La faim et la mort nous font sourire quand nous luttons pour nos amours. En avant, en avant, en avant.
De tous les horizons de France groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. Et lorsque finira la guerre, nous reviendrons dans nos gourbis, le cœur joyeux et l'âme fière d'avoir libéré le pays, en criant, en chantant en avant. Les combats selon le film. Donc la bataille du Mont Cassin, première scène du film. Objectif de la bataille, stratégie offensive, et il faut s'emparer du mont. Comment est filmée la bataille? La caméra est placée du point de vue des soldats coloniaux lorsque la caméra est au milieu d'eux, au cœur de l'action, et du point de vue des officiers lorsque la caméra est à l'arrière de la bataille et la filme de loin. Attitude, sentiment des tirailleurs, la peur. Ils se réfugient derrière un rocher car inexpérimentés, avant de comprendre qu'il faut agir pour survivre. L'ennemi est-il montré? Que voit-on? Non, il n'est pas montré, on ne voit pratiquement que leurs armes. Dans le combat dans le village alsacien, la dernière scène du film, l'objectif de la bataille, stratégie défensive, il faut tenir la position jusqu'à l'arrivée des renforts. Comment est filmée la bataille? Du point de vue des 4 soldats successivement et alternativement, et plus rarement du point de vue allemand. L'attitude, les sentiments des tirailleurs. Ils ont peur, mais ils obéissent aux ordres de leur caporal et ont une attitude héroïque. Ils combattent jusqu'à la mort. L'ennemi est-il montré? Il est montré. On voit les Allemands approcher et tuer les soldats coloniaux. Les combats en réalité. Article extrait du journal L'Écho du Maroc du 16 mai 44. Front d'Italie 15 mai de Charles Favrel, correspondant de guerre de France-Afrique. Le mont Majo est pris. Il a été enlevé samedi à midi par les Français. Le mont Majo est une méchante colline de 940 mètres qui ne figure pas sur toutes les cartes mais dont le nom restera gravé dans la tête de tous ceux qui auront participé à cette bataille. Car ceux-là qui s'accrochent au terrain l'ont disputé mètre par mètre à un adversaire farouche. Voyez toujours devant eux ce piton maudit d'où portaient tous les coups. Retranchés à flanc de colline dans des fortins creusés dans un sol rocailleux, les Allemands, terrés comme des taupes, ajustaient leurs tirs d'armes automatiques sans risque d'être atteints par notre riposte qui ne pouvait faire sauter en l'air qu'une pluie de cailloux. Alors il a fallu ramper jusqu'à chaque trou et le forcer au silence à coups de grenades. Pendant des heures et des heures, ce combat dantesque a été mené sur chaque piton par nos tirailleurs, cependant que les renforts qui montaient en ligne étaient pris d'enfilade par des minants rageurs obstinés à marteler les points de passage sans une minute de répit. Mais il fallait passer coûte que coûte, le commandement l'avait ordonné, et les hommes en ont fait une affaire personnelle. L'heure qu'ils attendaient les a trouvés prêts. Y a-t-il beaucoup de différences entre la scène de film sur la bataille du Mont Cassin et l'article extrait du journal? Citer les points communs. Ah, j'ai pas fait ça. Il n'y a pas beaucoup de différences. Je n'ai pas cité de points communs. Comment ces soldats étaient-ils traités pendant la guerre? En prenant des exemples tirés du film, dites de quelles inégalités les soldats coloniaux sont victimes. La scène des tomates, la nourriture n'est pas la même que les soldats métropolitains. La scène où Martinez devient sergent-chef alors que Abdelkader n'a pas d'avancement. Les permissions accordées aux soldats métropolitains, pas aux soldats coloniaux. Pas d'alphabétisation des soldats coloniaux contrairement au règlement militaire. Et la lettre de Messaoud censurée. Mais y a-t-il des scènes où ils sont traités comme les autres ou comme des héros? Ah oui, à Marseille, les tirailleurs accueillis en libérateurs fraternisent avec la population. Et en Alsace. Après la guerre, tableau des indemnités pour charges de famille des militaires français en comparaison avec leurs collègues indigènes. Chef de famille sans enfant européen 750 francs, indigène 240 francs. Chef de famille un enfant européen 1365 francs, indigène 330 francs. Et chef de famille 2 enfants européens 1833 francs, indigène 450 francs. Extrait de Recham Belkacem, les musulmans algériens dans l'armée française, 1919-1945, l'Armatan, 96, page 255. D'anciens combattants marocains entre dénuement et amertume, un autre document de Claudia Courtois, Le Monde, 14 août 2004. Ceux qui ont servi 15 ans dans l'armée française perçoivent en outre une pension militaire cristallisée en 1959
à l'époque de l'indépendance des colonies. Leur montant est dérisoire de 66 à 150 euros par trimestre, soit 10 à 20 fois moins que la solde de leurs homologues français. Au compte-gouttes, certaines pensions commencent depuis peu à être revalorisées. La plupart des Marocains dans cette situation, ils sont à peu près plus de 1500 en France, sont d'abord arrivés à Bordeaux. Ils sont environ 500 à y résider et il en arrive en moyenne 10 à 15 nouveaux chaque mois. Le dispositif bordelais d'accueil des anciens combattants est débordé, comme le foyer qui affiche toujours complet. Pour tuer l'ennemi, les vieillards vêtus en djellaba ou en tenue occidentale, coiffés de turbans, de chéchia ou de casquettes, évoquent leur passé. Pour tuer l'ennui, pardon. L'Amarani Mokhtar n'a pas besoin de jour de commémoratif pour se souvenir avec précision de cette période où il était soldat du 4e régiment des tirailleurs marocains. C'était en 1939, avec d'autres, on a été engagé volontaire, se rappelle-t-il. On ne voulait pas, mais comme on n'a pas voulu faire d'histoire, on n'a rien dit. De toute façon, on était pauvres, sans travail, et surtout, le recruteur m'a dit, soit tu viens avec nous, soit tu vas en prison. Alors je suis monté dans le camion et je suis parti à la guerre. Algérie, Italie, France, Allemagne, Indochine, il a combattu jusqu'en 1955. Aujourd'hui, il touche 100 euros par trimestre de pension militaire. On était côte à côte à la guerre, Français et Marocains, alors qu'aujourd'hui les Français touchent des pensions plus importantes que les nôtres, souffle le grand-père, lunettes fumées sur ses yeux fatigués. C'est bien qu'on fasse des commémorations, mais la France ne nous considère pas très bien, c'est injuste. Mohamed Mechti, 85 ans, au visage buréné, écoute son ancien frère d'armes. Lui aussi connaît bien la guerre. En relais de force à 20 ans dans l'armée française, il a combattu en Algérie, en Tunisie, en Italie, en France, pour finir en Indochine, en Chine, comme disent les vétérans marocains. Il a plusieurs fois frôlé la mort. Son livret de service militaire, jauni et scotché, et truffé de dates à l'encre noire. Quelles inégalités montrent les documents? Les indemnités pour la charge des familles sont inférieures pour les soldats coloniaux par rapport aux autres soldats et leur retraite d'anciens combattants est très inférieure aux anciens combattants métropolitains. Grâce au film, après la projection sur les écrans français de ce film, qu'a décidé le gouvernement français? Il a décidé que leur pension d'anciens combattants sera la même que celle des autres soldats. Dernier document, combattants coloniaux. La France répare une injustice vieille de 47 ans. Le gouvernement a annoncé hier, le jour de la sortie du film indigène, qui remet au premier plan le sort des combattants coloniaux, que ces derniers percevraient désormais la même pension que les Français, un acte de justice selon le président Jacques Chirac. Ce geste, salué en Afrique et au Maghreb, répare ce que les anciens combattants d'Afrique noire, du Maghreb, de Madagascar et d'Indochine vivaient comme une injustice depuis 47 ans. Il constitue un nouveau pas dans la reconnaissance des pages oubliées de l'histoire de France après les débats sur la colonisation et l'esclavage. La France accomplit aujourd'hui un acte de justice et de reconnaissance envers tous ceux qui sont venus de l'ex-empire français combattre sous notre drapeau, a affirmé le chef d'État lors du Conseil des ministres. Cette mesure juste, c'est aussi une façon pour la France de réintégrer pleinement cette mémoire dans l'histoire nationale, a-t-il ajouté. Le gouvernement a ainsi annoncé que quelques 84 000 anciens combattants coloniaux, 57 000 au titre des retraites du combattant et 27 000 à celui des pensions d'invalidité, toucheraient à partir du 1er janvier 2007 les mêmes pensions que leurs anciens frères d'armes de nationalité française. Ils percevront exactement en euros ce que perçoivent les nationaux français, a déclaré le ministre des Anciens combattants Amlaoui Mekachera, qui a toutefois exclu toute rétroactivité. Cette mesure coûtera 110 millions d'euros par an et sera inscrite au projet de loi de finances 2007 par un amendement du gouvernement, a indiqué le ministre du Budget Jean-François Copé. Nous savons ce que nous devons à l'engagement et au courage de tous ceux qui ont défendu notre patrie et ses idéaux dans les conflits du XXe siècle, a déclaré de son côté le Premier ministre Dominique de Villepin, qui s'adressait à des associations du monde combattant à Matignon. Au-delà des réparations, cette revalorisation des pensions est une abolition des discriminations qui aura des répercussions dans toute la société française aujourd'hui. C'est félicité Rachid Bouchareb, le réalisateur d'Indigène. Alors que les émeutes de novembre dans les banlieues ont mis en lumière le sentiment persistant d'inégalité chez les jeunes issus de l'immigration. Indigène, à travers le sort de 4 tirailleurs, tire de l'oubli l'histoire des soldats de l'Empire colonial français qui ont participé au combat de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir vu le film en avant-première début septembre, Jacques Chirac avait promis à ses producteurs une revalorisation des pensions, a rapporté l'un des interprètes humoristes, Jamel Debbouze. Pour son entourage, ce n'est toutefois pas le film qui a amené M. Chirac à vouloir réparer cette injustice. Depuis longtemps sensibilisé, c'est lui qui a décidé en 2002 une première mesure d'équité avec une revalorisation des pensions calculées en fonction du niveau de vie de chaque pays, a affirmé un proche. Les pensions des combattants coloniaux avaient
été gelés en 1959 au moment de la décolonisation. Selon des associations, les anciens combattants étrangers reçoivent au mieux 30% de la somme versée aux Français. Les associations d'anciens combattants au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Maroc se sont immédiatement félicitées de la revalorisation des pensions, y voyant la réparation d'une injustice, mais attendent aussi prudemment de voir l'argent.